Il pensait qu'il allait réellement mourir d'hypothermie enfermé dans un tiroir à cadavres. En 1997, dans une petite ville d'Alaska appelée Talkeetna, un événement tout à fait improbable se produit lors des élections municipales. Les habitants, fatigués par les querelles politiques locales et les candidats peu inspirants, décident sur un coup de tête d'écrire le nom d'un chat sur les bulletins de vote en guise de protestation. Le chat en question s'appelle Stub. Il est roux, sociable, et vit près du magasin général du centre-ville. À la surprise générale, le chat reçoit suffisamment de votes pour que sa candidature symbolique attire l'attention de toute la ville, puis de tout le pays. Bien sûr, Stub n'est pas officiellement maire selon les lois de l'Alaska. Talkeetna, en réalité, n'a pas de véritable gouvernement municipal structuré, ce qui a permis cette nomination purement honorifique sans créer de conflit juridique. Mais les habitants s'emparent immédiatement du concept. Ils commencent à traiter Stub comme s'il était un véritable maire. Ils l'invitent à toutes les cérémonies locales, ils lui aménagent un bureau dans le magasin général, et même un rendez-vous de travail quotidien où il boit de l'eau, dans un verre margarita rempli à ras-bord, sans alcool bien sûr. Pendant plus de 20 ans, Stub devient une véritable célébrité locale. Les touristes affluent dans cette petite bourgade de quelques centaines d'habitants juste pour voir le maire chat. Des journaux nationaux comme CNN et le Washington Post couvrent son histoire. On le voit dans des reportages à la télévision, des blogs de voyage, et même dans des guides touristiques. À son apogée, Stub reçoit des milliers de lettres et de cartes postales venues de partout dans le monde. Mais au-delà de son rôle folklorique, Stub apporte quelque chose d'unique à sa communauté. Il devient une mascotte, un sujet de fierté, un lien social pour les habitants. Les enfants passent le voir après l'école, les commerçants lui donnent des friandises, et chaque année, on célèbre son anniversaire politique. En 2013, il survit même à une attaque de chien qui aurait pu lui être fatale. Il s'en sort avec quelques jours à l'hôpital vétérinaire, et revient à son poste avec la même nonchalance habituelle. Stub finit par mourir paisiblement en 2017 à l'âge respectable de 20 ans, après 2 décennies passées au service de sa ville. Sa mort provoque une vague d'émotions dans Talkeetna et bien au-delà. Une cérémonie commémorative est organisée. Certains habitants proposent même qu'un autre chat prenne la relève, mais aucun ne semble avoir le charisme tranquille de Stub. Ce qui avait commencé comme une simple blague électorale s'est transformé en l'une des histoires les plus originales de la politique locale américaine. Un chat, élu par défi, devenu symbole d'une communauté soudée, d'un humour assumé et d'un esprit de résistance face à la banalité administrative. Stub n'a jamais promulgué de loi ni signé de décret, mais dans l'esprit de Talkeetna, il restera probablement le maire le plus aimé de l'histoire de la ville. En août 2015, dans les montagnes proches de Sonora, en Californie, un homme vit l'une des journées les plus invraisemblables jamais enregistrées dans un rapport d'incident. Son nom est Bob, et tout commence lorsqu'il prend sa voiture pour se rendre chez un ami à travers une route sinueuse en forêt. La météo est bonne, le ciel est dégagé, et la circulation est quasi inexistante. Mais à quelques kilomètres de son point d'arrivée, il perd le contrôle de son véhicule dans un virage. Sa voiture fait une embardée, quitte la route et plonge dans un ravin boisé. Il survit à la chute, mais se retrouve piégé dans l'épave, au fond du ravin, avec une jambe coincée. Il parvient à se dégager, blessé mais conscient. Il sort de la voiture et tente de remonter la pente pour chercher de l'aide. C'est alors qu'il sent une douleur vive au cou. En se retournant, il découvre une ruche sauvage d'abeilles à proximité. Il a dérangé la colonie en marchant. En quelques secondes, des dizaines d'abeilles se jettent sur lui. Il court en zigzag pour s'en éloigner, se couvre le visage avec sa chemise, se roule au sol, mais reçoit une quarantaine de piqûres avant de parvenir à s'éloigner de la zone. Paniqué, essoufflé et gonflé par les piqûres, il continue tant bien que mal à marcher, boitant, jusqu'à atteindre une zone plus dégagée. Il croit enfin pouvoir respirer, mais alors qu'il s'arrête près d'un tronc pour se reposer, il sent une vive douleur au mollet. Il a marché sur un serpent à sonnette. Le serpent, surpris,
l'a mordu avant de fuir. Bob ne crie même plus. Il tombe au sol, commence à sentir son cœur battre plus vite, sa vision se troubler. Il croit que c'est la fin. Mais contre toute attente, il garde son calme. Il déchire une partie de sa manche pour faire un garrot temporaire, continue à avancer, lentement, et parvient à grimper jusqu'à un chemin forestier secondaire. C'est là qu'un promeneur avec un chien le découvre, allongé au bord du sentier, couvert de piqûres, le visage enflé, la jambe tuméfiée, et un regard à la fois hagard et lucide. Il est transporté en hélicoptère d'urgence à l'hôpital. Les médecins sont stupéfaits de son état, il a survécu à un accident de voiture, une attaque d'abeilles, une morsure de serpent venimeux, et une randonnée en terrain escarpé, le tout en quelques heures. Il le garde en observation intensive pendant plusieurs jours. Il subit des traitements pour les piqûres, l'antivenin pour la morsure, et des soins pour ses fractures mineures. Il récupère intégralement après plusieurs semaines. Lorsque l'histoire est racontée dans les journaux locaux, elle suscite d'abord de l'incrédulité, puis de l'admiration. Bob devient malgré lui une légende vivante dans la région. Les médecins qui l'ont soigné disent qu'il fait partie des rares cas où une série de dangers mortels se sont enchaînés sans qu'aucun n'achève le patient. Une statistique vivante de la chance ou de l'acharnement du destin. Plus tard, Bob dira que le plus difficile dans cette journée n'était pas la douleur physique, mais le fait de se dire, encore et encore, tu te moques de moi, là? Encore ça? Une phrase qu'il répétera en souriant dans une interview locale, avec une nouvelle devise tatouée sur l'avant-bras, pas aujourd'hui. En octobre 2020, à l'aéroport international de Riyad, en Arabie Saoudite, un événement étrange attire l'attention des autorités douanières. Un avion cargo en provenance de l'Inde atterrit comme prévu. Rien d'inhabituel n'est signalé pendant le vol. Mais lorsque les agents de sécurité effectuent leur inspection de routine, ils découvrent quelque chose d'absolument inattendu, un pigeon vivant à l'intérieur de la soute, caché sous un siège replié, calme, mais clairement pas à sa place. Le plus troublant n'est pas seulement qu'un oiseau se soit retrouvé dans un avion. C'est comment il y est arrivé. Le pigeon porte une petite bague à la patte, indiquant qu'il appartient à un éleveur indien. Il n'est pas blessé, il est en bonne santé, et semble avoir voyagé sans être particulièrement traumatisé. Les employés le capturent doucement et commencent à chercher des explications. Une hypothèse avancée est que l'oiseau aurait pénétré dans l'avion avant le décollage, pendant le chargement, puis serait resté coincé à bord pendant tout le trajet. Mais les choses se compliquent quand les agents saoudiens examinent la bague de plus près. Elle comporte une inscription cryptée, qui semble inhabituelle pour un simple oiseau d'élevage ou de course. Craignant une tentative d'espionnage ou d'envoi clandestin de données, les autorités lancent une enquête plus large. L'incident rappelle un cas similaire survenu quelques années plus tôt en Inde, où un pigeon avait été soupçonné d'être un agent utilisé pour transporter des messages entre des groupes militants. Pendant plusieurs jours, le pigeon est gardé dans une cage de quarantaine, pendant que les experts en sécurité analysent la bague et l'équipement trouvé sur l'animal. Finalement, les analyses révèlent qu'il ne transportait rien de dangereux. La bague contenait un simple numéro d'identification utilisé par des colombophiles pour suivre leurs oiseaux lors des courses longue distance. Mais une question reste en suspens, comment a-t-il survécu à un vol de plus de 3000 km en altitude, avec des températures glaciales et une pression atmosphérique très faible, sans nourriture ni eau apparente? Les biologistes supposent qu'il s'était glissé dans un compartiment pressurisé ou s'était réfugié dans un espace isolé de la soute, suffisamment protégé pour tenir pendant les heures de vol. Le fait qu'il ait atterri vivant et apparemment indemne reste une anomalie rare. Après vérification, le pigeon est relâché par les autorités saoudiennes, qui communiquent publiquement que l'oiseau ne présente aucune menace pour la sécurité nationale. L'incident, bien que clos sur le plan administratif, fait la une des journaux et amuse les internautes. Sur Twitter et Facebook, les images du pigeon en garde à vue deviennent virales. On le surnomme rapidement l'espion volant, ou encore agent 00 colon. L'événement soulève aussi une question inattendue, dans un monde ultra surveillé et saturé de technologies de pointe, un simple pigeon peut encore déclencher une alerte de sécurité internationale en traversant deux pays à bord d'un avion de ligne, sans billet,
sans passeport et sans autorisation. En juillet 2013, à Caratinga, une ville du sud-est du Brésil, un événement totalement surréaliste se produit lorsqu'un homme, âgé de 45 ans, est tué de manière brutale par une vache. L'homme, João Maria de Souza, dormait paisiblement avec sa femme dans leur maison modeste située sur une pente, adossée à une colline. Comme dans de nombreuses zones rurales du pays, des vaches se promènent souvent librement, escaladant les terrains en pente à la recherche d'herbes fraîches. Ce jour-là, une vache s'est aventurée un peu trop haut. La maison des Souza avait un toit plat, accessible par le haut de la colline. La vache, en marchant sur ce toit, probablement en raison d'une mauvaise évaluation du sol sous ses sabots, a glissé ou a cédé sous son propre poids. Le toit, déjà fragile, s'effondre sous l'animal qui tombe littéralement dans la chambre à coucher, directement sur João, qui dormait dans son lit. La femme, couchée à côté de lui, s'en sort indemne, mais lui est grièvement blessé à la poitrine et à l'abdomen. Il est encore conscient lorsque les secours arrivent. On le transporte en ambulance à l'hôpital le plus proche. Les médecins notent des côtes cassées, un écrasement du thorax, mais son état semble stable. Il parle, plaisante même avec les infirmiers, et dit qu'il ne réalise pas ce qui vient de lui arriver. Mais dans la nuit, son état se dégrade brutalement. Une hémorragie interne n'a pas été détectée à temps. Il meurt quelques heures plus tard. Les médecins et la famille sont stupéfaits. La cause du décès, notée sur le rapport officiel, trauma thoracique dû à la chute d'un bovin. La nouvelle se répand dans la région, puis dans tout le pays. Les journaux locaux parlent de « mort la plus improbable de l'année » et les médias nationaux s'en emparent. La police enquête pour déterminer à qui appartenait la vache, comment elle s'est retrouvée sur le toit, et s'il y a lieu de poursuivre le propriétaire pour négligence. La veuve, choquée mais lucide, raconte aux journalistes que la famille avait toujours vécu là, que jamais ils n'auraient imaginé qu'un animal de plusieurs centaines de kilos leur tomberait littéralement sur la tête. Elle ajoute qu'ils avaient demandé depuis longtemps à la mairie des réparations sur le toit qui présentait déjà des signes de faiblesse. Ce décès, bien qu'accidentel, soulève des discussions sur les conditions de logement en zone rurale, les responsabilités des éleveurs et les limites absurdes du danger quotidien. João Maria de Souza est enterré dans son village natal, et son histoire devient une légende locale, racontée autant avec tristesse qu'avec une forme d'incrédulité totale. En 2005, en France, un homme dans la trentaine subit une greffe de la main après avoir perdu la sienne dans un accident de voiture. L'opération est longue, complexe, et mobilise une équipe chirurgicale spécialisée. L'homme devient l'un des rares patients à bénéficier de ce type d'intervention en Europe. L'objectif est clair, lui redonner une autonomie fonctionnelle, une capacité à retrouver une vie normale, à écrire, manger, s'habiller sans dépendre d'un dispositif artificiel. Au départ, tout se passe bien. La greffe est acceptée par son corps. Il suit une thérapie de rééducation rigoureuse. Les médecins le surveillent régulièrement pour éviter tout rejet immunitaire. On parle d'un cas exemplaire. Mais au fil des mois, une étrange relation s'installe entre lui et sa nouvelle main. Il commence à dire qu'elle ne lui obéit pas. Il explique au médecin qu'il la sent étrangère, comme si elle ne faisait pas partie de lui. Il refuse parfois de la bouger, ou l'ignore complètement pendant ses exercices. Ses progrès stagnent. Les spécialistes pensent d'abord à un rejet psychologique, ce qui est déjà connu dans le cas de greffe d'organes visibles comme les mains ou le visage. Mais l'homme va plus loin. Il commence à attribuer à sa main des intentions propres. Il la qualifie de paresseuse, puis de capricieuse. Il déclare qu'elle refuse de coopérer, qu'elle ne l'aide pas dans les gestes du quotidien. Il parle d'elle comme d'un colocataire qu'on n'a pas choisi. Un an après l'opération, il prend une décision inattendue, il poursuit l'hôpital et l'équipe médicale en justice, au motif que la main greffée ne fonctionne pas comme promis. Dans la plainte, il accuse les médecins d'avoir sous-estimé les effets secondaires psychologiques et considère que la greffe est un échec, qu'elle l'a enfermé dans une frustration constante. Il demande réparation pour préjudice moral, perte de qualité de vie,
et douleurs chroniques. L'affaire choque le monde médical. Les chirurgiens impliqués, dont certains sont des pionniers dans leur domaine, sont abasourdis. Ils rappellent que le patient avait été longuement informé des risques, y compris des troubles d'appropriation corporelle. La greffe avait été techniquement réussie, mais l'intégration psychique, elle, avait échoué. Le procès ouvre un débat éthique en France et dans toute l'Europe. Peut-on poursuivre des médecins pour une greffe fonctionnelle mais rejetée mentalement ? Où s'arrête la responsabilité médicale et où commence celle du patient ? La justice finit par trancher en faveur de l'équipe médicale, estimant que tous les protocoles avaient été suivis et que les résultats ne pouvaient pas être garantis à 100%. L'homme, lui, demande plus tard à ce que la main lui soit retirée. Ce qui est fait. Il retourne à une prothèse mécanique, qu'il dit préférée, car elle n'essaie pas de faire sa propre vie. Ce cas reste à ce jour un exemple unique de greffe réussie sur le plan médical mais rejetée sur le plan psychologique, avec une telle intensité que le patient a fini par considérer sa propre main comme une entité ennemie. Une tragédie moderne de la médecine où le corps et l'esprit ont refusé de s'accorder. En août 2016, dans la petite ville de Durango, au Colorado, un homme se réveille en sursaut dans sa maison après avoir entendu des bruits étranges à l'extérieur. Il pense d'abord à un rôdeur ou à un animal curieux. Mais lorsque les lumières extérieures s'activent automatiquement, il découvre que ce n'est pas un raton laveur ou un cerf. C'est un ours noir, qui s'est faufilé dans sa voiture garée devant chez lui. Ce genre d'intrusion n'est pas totalement exceptionnel dans cette région montagneuse. Les ours, attirés par l'odeur de nourriture, sont connus pour ouvrir les portières non verrouillées à la recherche de restes de fast-food ou de sacs à dos remplis de friandises. Mais ce que cet ours fait ensuite dépasse de loin les habitudes observées par les services de la faune. L'ours monte entièrement dans la voiture, explore l'intérieur, farfouille les sièges, grimpe à l'avant. En bougeant sur le tableau de bord, il appuie accidentellement sur le levier de vitesse. La voiture, mal stationnée, se met alors en marche arrière et commence à descendre lentement l'allée. L'homme, stupéfait, regarde depuis sa fenêtre les phares de sa propre voiture s'éloigner, l'ours toujours à l'intérieur, agrippé au volant comme dans une parodie vivante d'un film d'animation. La voiture descend la pente de l'allée, fait un virage large, dévale une petite colline à l'arrière du jardin, et vient finalement s'écraser doucement contre une clôture en bois, puis un arbre. L'impact n'est pas violent, mais il est suffisant pour déclencher l'ouverture des airbags. L'ours, probablement effrayé par le bruit, casse la vitre arrière et s'échappe à travers les bois sans demander son reste. Quand les autorités arrivent, elles trouvent la voiture dans un état chaotique. L'intérieur est complètement ravagé, sièges griffés, tableau de bord défoncé, boîte à gants arrachée. Il y a des poils, des griffures sur les vitres, et une odeur sauvage. Mais aucune trace de l'ours, qui a disparu sans laisser d'autres dégâts dans le quartier. Les services de la faune confirment plus tard que les ours peuvent très bien apprendre à ouvrir les portières de voiture, qu'ils sont incroyablement forts, et qu'ils paniquent souvent lorsqu'ils se retrouvent enfermés à l'intérieur. Ils rappellent également à la population de toujours verrouiller leur véhicule, surtout en zone boisée. L'incident est relayé dans les médias nationaux et devient viral en ligne, accompagné de titres comme « Ours vole une voiture au Colorado » ou « Volé par un ours ». Aucun blessé, aucun acte criminel, juste une combinaison absurde de curiosité animale et de mécanique humaine. Le propriétaire de la voiture dira plus tard en riant qu'il n'a jamais pensé qu'un ours lui volerait sa Subaru. En mai 2023, en Australie-Occidentale, une femme de 48 ans nommée Lilian IP décide de faire un petit voyage en voiture à travers les régions viticoles de l'État. Elle prévoit de ne partir qu'une journée, pour une courte escapade dans la campagne près de Bright. Elle n'informe pas vraiment ses proches de son itinéraire, pensant revenir rapidement. Mais en prenant une route secondaire isolée, elle fait une mauvaise manœuvre et sa voiture glisse sur le bas-côté avant de rester bloquée dans un fossé sur un chemin de terre peu emprunté. Sans signal mobile, sans réseau GPS opérationnel, elle se retrouve complètement coupée du monde. Elle tente de pousser la voiture, mais elle est seule, sans outils, et le terrain est trop accidenté.
Elle n'a pas de couverture de secours, très peu de vêtements chauds, et surtout, aucune nourriture à part une bouteille d'eau et une petite bouteille de vin rosé qu'elle avait apporté comme cadeau. Elle ne boit pas d'alcool normalement, mais c'est tout ce qu'elle a. Et elle va devoir s'en contenter. Pendant 5 jours, elle reste bloquée dans sa voiture. Elle dort sur le siège passager, garde les fenêtres fermées la nuit pour éviter les insectes et le froid, et rationne sa consommation d'eau et de vin. Le jour, elle sort brièvement de la voiture pour chercher du signal en grimpant sur de petites hauteurs environnantes, mais ne s'éloigne jamais trop loin, de peur de se perdre ou de manquer le passage hypothétique d'un véhicule. Elle reste invisible depuis la route, et personne ne sait où la chercher. Elle pense sérieusement qu'elle va mourir. Elle laisse même un message manuscrit dans son carnet, au cas où quelqu'un trouverait son corps. Elle entend parfois des bruits dans la nuit, des animaux sauvages, le vent sec des régions arides. Chaque bruit devient un déclencheur d'angoisse. Elle lutte pour rester éveillée, rationnelle, et pour ne pas sombrer dans la panique. Le 5e jour, un hélicoptère de recherche repère enfin sa voiture, presque par hasard. Les secours descendent et la trouvent vivante, faible, mais lucide. Elle a perdu du poids, souffre de déshydratation légère, mais elle est en état de marcher. Quand on lui demande comment elle a survécu, elle répond simplement « Je n'avais que du vin et des bonbons. Et je ne bois même pas ». L'histoire devient virale en Australie, d'abord à cause de la situation improbable, puis parce qu'elle est racontée avec tant de sincérité. Elle dit avoir été sauvée par le fait qu'elle n'a pas paniqué. Elle est restée dans sa voiture, visible d'en haut, et a eu la présence d'esprit de garder ses ressources pour les moments critiques. Les médias surnomment rapidement l'événement la survie au rosé, et des émissions télévisées lui proposent des interviews. Lilian refuse de devenir une figure médiatique, mais accepte de partager un message de prévention, toujours dire à quelqu'un où vous partez, même pour une courte promenade. Et emportez plus qu'une bouteille de vin. En février 2000, à l'aéroport de Jessore au Bangladesh, un homme monte à bord d'un vol intérieur sans que rien ne semble anormal aux passagers ou à l'équipage. Mais peu après le décollage, alors que l'avion se stabilise dans les airs, il se lève calmement, marche vers l'avant de la cabine, se tourne vers une hôtesse de l'air et sort un pistolet de sa veste. Il annonce qu'il détourne l'appareil. Le personnel reste figé. Ce qu'il dit ensuite laisse tout le monde sans voix. Il ne réclame ni argent, ni changement de trajectoire, ni revendication politique. Il ne veut pas de rançon, ni de contact diplomatique. Il demande une seule chose, parler à l'hôtesse de l'air dont il est amoureux. Il explique devant tout le monde qu'il est tombé amoureux d'elle lors d'un précédent vol, qu'il n'a jamais osé lui parler, et qu'il veut la convaincre de l'aimer en retour. Les passagers pensent d'abord à une plaisanterie, puis réalisent qu'il est sérieux. Il brandit toujours son arme, et menace d'utiliser la force s'il ne peut pas lui parler seul à seul. Le pilote tente de garder son sang-froid et informe les autorités. L'avion reste en vol circulaire pendant plusieurs minutes, le temps que les contrôleurs aériens coordonnent une réponse. Finalement, l'équipage réussit à le convaincre d'atterrir à l'aéroport de Dhaka pour discuter tranquillement avec l'hôtesse, sous prétexte de lui offrir un endroit plus sûr pour parler. L'avion atterrit. Des agents de sécurité en civil attendent sur le tarmac. Le pirate de l'air descend seul, persuadé qu'il va retrouver la femme de ses rêves dans le terminal. Il est immédiatement maîtrisé et arrêté sans violence. L'arme qu'il portait s'avère être un jouet modifié. Aucun passager n'a été blessé. Lors de son interrogatoire, l'homme répète qu'il n'avait aucune intention de faire de mal à qui que ce soit. Il dit qu'il était poussé par l'amour, qu'il voulait juste exprimer ce qu'il ressentait et qu'il ne savait pas comment attirer son attention autrement. Son comportement est analysé par des psychiatres, qui concluent à un trouble obsessionnel de la personnalité avec des épisodes délirants. Il est interné temporairement pour une évaluation complète. L'histoire fait le tour des journaux en Asie du Sud et provoque un débat national sur la sécurité aérienne, la santé mentale et l'obsession romantique. Certains dénoncent la négligence qui a permis à un homme avec un faux pistolet de monter à bord, d'autres tournent l'affaire en dérision. Des titres de presse qualifient l'événement de « détournement le plus romantiquement absurde de l'histoire de l'aviation ».
Quant à l'hôtesse, elle n'a jamais été en danger mais a dû prendre un congé pour se remettre de l'expérience. Elle n'a jamais rencontré son admirateur après l'incident et n'a fait aucune déclaration publique, sauf une simple phrase à un collègue, « L'amour n'a pas besoin d'un pistolet ». En août 2016, un Texan de 16 ans nommé Reban Semo se trouve sur le terrain de football avec son équipe locale, lorsqu'un choc violent à la tête le plonge dans un coma. Le gardien de but, qui est également passionné par les langues mais ne parle que l'anglais, reçoit un coup à la tempe lors d'une action défensive. Il s'effondre immédiatement. Les entraîneurs et les secours interviennent rapidement, mais Reban ne réagit pas. Il est transporté d'urgence à l'hôpital où il reste dans le coma pendant plusieurs jours. Les médecins sont incertains quant à l'étendue des lésions cérébrales. Son état est stable mais préoccupant. Sa famille reste à son chevet, espérant une amélioration. 3 jours plus tard, contre toute attente, il se réveille. Il ouvre les yeux, respire sans assistance et tente de parler. Mais ce qu'il dit ne ressemble à rien de ce que ses parents ou les médecins comprennent. Ses premiers mots sont en espagnol, une langue qu'il n'a jamais maîtrisée. Au départ, l'entourage pense qu'il délire. Mais il continue à parler exclusivement en espagnol pendant plusieurs heures. Il utilise des expressions idiomatiques, des conjugaisons correctes, un accent crédible. Il s'exprime avec la fluidité d'un locuteur intermédiaire, bien au-delà de quelques mots appris à l'école. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi il parle cette langue. Il est lucide, mais incapable de retrouver son anglais natif immédiatement. Ce phénomène fascine les médecins. Il s'agit d'un cas rare mais documenté, connu sous le nom de syndrome d'acquisition de langue étrangère, un dérivé du syndrome de l'accent étranger. Il peut survenir après un traumatisme crânien, un AVC ou un coma. Dans certains cas, des régions linguistiques du cerveau sont activées ou réorganisées temporairement, permettant à des souvenirs enfouis ou des connaissances passives d'émerger à la surface. Reban, comme de nombreux lycéens américains, avait eu des cours d'espagnol à l'école, mais n'avait jamais été considéré comme particulièrement doué ni intéressé. Pourtant, son cerveau a choisi cette langue comme point d'ancrage au moment de sa réémergence. Après quelques jours, l'anglais est revenu, petit à petit. Il a pu reprendre une vie normale, bien qu'il garde aujourd'hui un lien étrange et fort avec l'espagnol, qu'il continue de pratiquer. Il dit qu'il le comprend désormais de l'intérieur, comme s'il avait toujours vécu avec cette langue, sans le savoir. L'histoire de Reban a fait le tour des médias américains, et a même été évoquée dans des publications scientifiques spécialisées. Les neurologues y voient un exemple exceptionnel de la plasticité cérébrale, tandis que pour sa famille, cela reste une expérience à la fois effrayante et extraordinaire. Reban, lui, a depuis exprimé son intention de devenir polyglotte, convaincu que son cerveau a encore bien des surprises à révéler. En janvier 2023, alors qu'un vol de la compagnie Alaska Airlines traverse le ciel à plus de 5000 mètres d'altitude, un objet tombe de l'appareil. Ce genre d'incident, quand il se produit, concerne généralement des éléments de l'avion, des bagages mal fixés ou des débris. Mais cette fois, il s'agit d'un iPhone. Un téléphone, apparemment tombé de la poche ou de la main d'un passager alors que l'avion venait de perdre une partie de son fuselage lors d'un incident de dépressurisation partielle. L'appareil volait à haute altitude au-dessus de l'État de l'Oregon lorsqu'une porte de sortie s'est détachée à mi-vol sur un Boeing 737 MAX 9, créant une ouverture soudaine dans la carlingue. Des objets personnels sont aspirés à l'extérieur par la dépressurisation. C'est dans ce contexte que l'iPhone est projeté hors de la cabine, sans protection, et sans aucune chance apparente de survie. Quelques jours plus tard, un habitant de Portland marche sur le bas-côté d'une route lorsqu'il remarque un objet dans les feuilles. C'est un téléphone. Il est sale, un peu poussiéreux, mais intact. L'écran est allumé. Il y a encore de la batterie. Il est verrouillé, mais les notifications apparaissent, un message manqué, une alerte météo. En regardant de plus près, il aperçoit le mode avion encore activé sur l'écran. Il contacte les autorités, pensant avoir trouvé un téléphone perdu lors d'un accident routier. Mais ce n'est pas un simple oubli.
Les enquêteurs de la FAA confirment rapidement que le téléphone a été éjecté de l'avion durant l'incident du 5 janvier. Il fait partie des rares objets retrouvés au sol sur plusieurs kilomètres de débris. Ce qui surprend tout le monde, ce n'est pas qu'il ait été retrouvé, mais qu'il fonctionne encore parfaitement. L'écran est intact. L'arrière du boîtier montre à peine des traces de choc. La coque, si elle existe, a bien fait son travail. Il n'y a aucun dégât interne visible. Le téléphone peut être utilisé immédiatement après rechargement. Des experts en aérodynamique et en matériaux s'accordent à dire que la chute d'un objet comme un smartphone à une telle altitude, en chute libre, aurait dû entraîner une destruction totale. Mais il semble que l'appareil ait été ralenti par l'air, stabilisé dans sa chute, puis atterri sur une surface suffisamment souple ou irrégulière pour éviter l'éclatement. La coque du téléphone aurait aussi joué un rôle important en absorbant le choc initial. L'histoire est partagée par les grands médias, notamment par CNN, BBC et des centaines de publications spécialisées en technologie. Des internautes comparent l'iPhone à une boîte noire du quotidien. Apple ne commente pas officiellement, mais l'événement devient rapidement une anecdote virale sur la robustesse de leurs appareils. L'utilisateur du téléphone, qui a été identifié et contacté, a été stupéfait d'apprendre que son téléphone avait été retrouvé en parfait état, quelques kilomètres plus loin, après avoir traversé la stratosphère. Ce qui aurait pu être un simple fait divers technique s'est transformé en une preuve réelle, presque incroyable, de la résistance inattendue d'un appareil électronique civil à une chute de plusieurs kilomètres. Un téléphone tombé du ciel, retrouvé allumé au bord d'une route. En juillet 2011, dans la province de Eastern Cape, en Afrique du Sud, un homme de 50 ans est déclaré mort après avoir perdu connaissance dans sa maison rurale. Sa famille, inquiète de ne voir aucun signe de vie, appelle les ambulanciers. Les secouristes arrivent, l'examinent et constatent l'absence de pouls, de respiration et de réaction aux stimuli. Ils dressent alors un constat de décès sur place. Le corps est transporté à la morgue municipale de Libode, où il est placé dans l'un des tiroirs frigorifiques en attendant l'arrivée d'un médecin légiste pour l'examen post-mortem. Rien, jusque-là, ne semble inhabituel. Mais 12 heures plus tard, alors qu'un employé de la morgue fait sa tournée de vérification, il entend des bruits étouffés venant de l'intérieur d'un des réfrigérateurs. D'abord, il croit à une hallucination, puis il entend ce qui ressemble à des coups. Il s'approche et distingue clairement une voix, paniquée, qui crie et appelle à l'aide. Terrifié, il pense à un fantôme ou à un événement surnaturel. Il appelle des collègues. Ils ouvrent le tiroir, et à leur grande stupeur, l'homme supposé mort est bien vivant. Il est nu, en état de choc, frissonnant et couvert de sueur. Il hurle qu'il a été enfermé vivant et supplie qu'on le laisse sortir. Les employés le sortent immédiatement de la chambre froide, l'enveloppent dans des couvertures, et appellent une ambulance pour le transférer à l'hôpital. Les médecins découvrent qu'il souffre de diabète sévère, et qu'il avait probablement perdu connaissance à cause d'un effondrement métabolique soudain ayant entraîné un coma temporaire. Son rythme cardiaque était si faible qu'il était presque indétectable, d'où l'erreur des premiers secours. L'homme est soigné, stabilisé, puis autorisé à rentrer chez lui quelques jours plus tard. Mais la communauté, elle, reste sous le choc. L'affaire provoque un énorme émoi dans toute la région. Les habitants parlent d'une résurrection, les journaux utilisent des titres comme « L'homme qui est revenu du froid » et certains voisins refusent de croire qu'il n'y a pas eu d'intervention divine. D'autres, plus sceptiques, exigent une enquête sur la formation des ambulanciers et sur les procédures de confirmation de décès. L'administration locale de la santé reconnaît l'erreur et admet que les critères de confirmation médicale n'ont pas été suffisamment respectés. Une réforme rapide est lancée pour éviter que cela ne se reproduise. Les professionnels du secteur utilisent ensuite cette affaire comme un exemple dans les séminaires médicaux, soulignant à quel point les signes de vie peuvent être dissimulés dans certaines pathologies extrêmes. Quant à l'homme, il confiera plus tard qu'il se souvient d'avoir été plongé dans l'obscurité glaciale, d'avoir crié sans réponse, et d'avoir cru qu'il allait réellement mourir d'hypothermie enfermé dans un tiroir à cadavres. Il n'aura heureusement passé que quelques heures dans la chambre froide, mais cette expérience l'a marqué à vie. Depuis,
il a refait sa vie tranquillement, loin des projecteurs, avec une seule conviction, il ne veut plus jamais dormir sans qu'on vienne vérifier son pouls au réveil. En 1992, un randonneur américain du nom de George K. s'aventure sur les pentes du volcan Kilauea, l'un des plus actifs au monde, situé sur l'île d'Hawaï. Le volcan est en activité constante depuis les années 1980, et bien que certaines zones soient interdites d'accès en raison des éruptions et des émanations de gaz toxiques, il reste une attraction touristique majeure. George n'est pas un imprudent, mais il aime s'éloigner des sentiers battus. Ce jour-là, il décide de s'approcher d'un cratère pour observer de plus près les fumerolles qui s'échappent du sol. Il avance sur ce qui semble être un rebord stable, durci par des coulées de lave refroidie. Le sol sous ses pieds paraît solide, noir, craquelé, mais sec. Pourtant, sans prévenir, la roche cède. C'est un toit de lave, une couche mince et fragile qui s'est solidifiée en surface mais cache encore du vide ou du magma non loin en dessous. George tombe droit dans une cavité à l'intérieur du cratère. Il chute d'une hauteur de plus de 10 mètres, dans un trou abrupt et étroit, entre les parois du volcan encore chaudes. Les témoins qui observent la scène depuis un peu plus loin croient immédiatement qu'il est mort. L'alarme est donnée. Les secours sont prévenus, mais le terrain est dangereux, irrégulier, et l'accès compliqué. Pendant ce temps, George est conscient. Il est tombé lourdement, mais son sac à dos a amorti en partie la chute. Il souffre d'une entorse sévère à la cheville, de plusieurs contusions, mais il est vivant. Il ne voit presque rien, il sent la chaleur du sol autour de lui, il tousse à cause des gaz, mais il parvient à rester calme. Il reste coincé plus d'1 heure avant que les équipes de secours ne parviennent à descendre jusqu'à lui à l'aide de cordes. Une fois remonté à la surface, il est placé sous oxygène, hydraté, et emmené à l'hôpital. Ce qui sidère les sauveteurs, c'est qu'il n'a ni fracture grave ni brûlure profonde, malgré l'environnement extrêmement hostile dans lequel il a chuté. L'incident fait la une des journaux locaux et est relayé à l'échelle nationale. Non seulement parce qu'il a survécu à une chute dans un cratère volcanique actif, mais aussi parce que peu de gens réalisent à quel point la croûte de lave peut être traîtresse. Le personnel du parc national en profite pour renforcer la sensibilisation aux dangers cachés des volcans, rappelant que même les zones apparemment stables peuvent s'effondrer sans avertissement. George, de son côté, dira plus tard qu'il n'a jamais ressenti une peur aussi viscérale que celle de se retrouver seul, blessé, au fond d'un volcan, avec l'air difficile à respirer et la chaleur montant sous lui. Il n'a jamais refait de randonnée sur un volcan après cet accident, mais il garde toujours dans sa maison une pierre du Kilauea comme souvenir de ce jour où il a littéralement regardé la mort dans les yeux, et s'en est sorti avec une simple entorse. En 2013, en Angleterre, 2 hommes sont arrêtés après avoir tenté de cambrioler un local commercial à l'extérieur de Derbyshire. Jusque-là, l'histoire aurait pu ressembler à des dizaines d'autres. Ils avaient repéré les lieux, s'étaient équipés pour entrer discrètement, avaient des outils pour forcer les serrures, un plan sommaire pour éviter les caméras, et pensaient s'en tirer sans laisser de traces. Mais tout a capoté de façon totalement absurde à cause d'un simple téléphone portable et d'un doigt maladroit. Alors qu'ils sont dans la voiture, en train de préparer leur approche, l'un des 2 cambrioleurs manipule son téléphone pour vérifier une carte ou envoyer un message. Il appuie par inadvertance sur un bouton qui déclenche un appel d'urgence. En Angleterre, le numéro de secours est le 999. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'appel a été lancé et qu'il est resté connecté. L'opératrice au bout du fil entend d'abord des bruits confus, puis des voix. Elle comprend vite qu'il ne s'agit pas d'un appel accidentel ordinaire. Les voix sont celles de 2 hommes en train de discuter des détails d'un cambriolage imminent. Pendant plusieurs minutes, les policiers écoutent en direct ce qui ressemble à une scène sortie d'un film comique. Les 2 individus parlent ouvertement de leur plan, du matériel qu'ils vont utiliser, des points d'entrée et de sortie, et de ce qu'ils espèrent trouver à l'intérieur du bâtiment. Ils mentionnent même des noms de contacts et parlent de se bouger avant que quelqu'un n'arrive. L'appel dure assez longtemps pour que les services de police tracent l'appel et localisent la voiture à l'endroit même où ils s'étaient garés pour observer leur cible. Les agents sur le terrain sont envoyés immédiatement.
Ils n'ont presque rien à faire de plus que suivre les coordonnées GPS. Quand ils arrivent, ils trouvent les deux hommes encore dans la voiture, en train de discuter du cambriolage comme s'ils étaient seuls au monde. Le téléphone est toujours connecté à la ligne d'urgence. L'un des policiers dira plus tard que c'était l'arrestation la plus facile de sa carrière. Lors de leur procès, l'enregistrement est utilisé comme preuve principale. Les deux hommes sont condamnés sans difficulté. Le juge souligne l'ironie du fait qu'ils aient eux-mêmes fourni toutes les preuves nécessaires à leur condamnation, simplement en appuyant sur un mauvais bouton au mauvais moment. L'histoire fait le tour des journaux britanniques, qui la surnomment rapidement le cambriolage le plus stupide de l'année. La police de Derbyshire publie même un communiqué humoristique après l'arrestation, disant que l'appel était une aide précieuse dans le cadre de leur enquête, et encourageant d'autres criminels à nous appeler à l'avance s'ils souhaitent être arrêtés plus rapidement. L'affaire devient un exemple souvent cité dans les formations policières et les émissions sur la criminalité ratée. Ce qui devait être un vol rapide et discret s'est transformé en une démonstration de stupidité spectaculaire, où les auteurs eux-mêmes ont composé le numéro de leur propre chute. En juillet 2000, dans l'État du Wisconsin, un terrible accident de voiture aurait pu tourner à la tragédie absolue, mais a pris un tournant si improbable qu'il en est encore difficile à croire. Une famille se déplaçait en voiture sur une route en direction de Milwaukee lorsqu'un camion percute leur véhicule à une intersection. Le choc est violent, si puissant que la porte arrière de la voiture explose littéralement sous l'impact, éjectant un bébé de 1 an attaché dans son siège auto. Le siège est projeté hors de la voiture avec une telle force qu'il passe à travers une clôture, traverse un buisson et disparaît de la vue des témoins. Pendant quelques secondes, personne ne sait où est passé le bébé. Les secours arrivent rapidement sur les lieux de l'accident et commencent à chercher frénétiquement autour de la scène. Les parents, en état de choc, crient, pleurent, demandent s'ils ont retrouvé leur enfant. Mais personne ne voit rien. Pas de sang, pas de traces, juste un vide. C'est un pompier qui, en scrutant les alentours, entend un petit bruit sourd, puis un faible cri étouffé. Il lève les yeux et repère un trou béant dans la façade d'un bâtiment situé à une trentaine de mètres de l'accident. Il s'agit d'un centre de loisirs. Plus précisément, d'un bowling. Le siège auto a traversé une fenêtre latérale et a atterri directement sur l'une des pistes. Le bébé est toujours sanglé, bien attaché, en position assise au centre d'une allée, entre deux quilles. Vivant. Le plus incroyable, c'est qu'il n'a pratiquement aucune blessure. Des éraflures, quelques petites contusions, mais rien de grave. L'angle de la projection, la rotation du siège auto, la vitesse, l'amortissement par la piste en bois, tout semble avoir conspiré pour qu'il atterrisse de manière miraculeusement sûre. Les employés du bowling, médusés, racontent avoir vu littéralement tomber un bébé sur la piste 6 en pleine journée. L'enfant est immédiatement pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital pour examen. Les médecins sont stupéfaits. Aucun traumatisme crânien, aucun organe touché, aucun membre fracturé. Ils déclarent que si l'angle d'éjection avait été différent de quelques degrés, le bébé aurait probablement heurté un mur ou une surface dure, avec des conséquences fatales. Les pompiers et les services médicaux appellent cela un cas de survie unique, un enchaînement de coïncidences physiques presque impossibles à reproduire. L'histoire fait la une des journaux locaux. Les chaînes de télévision en parlent comme d'un « miracle de bowling ». Les photos du siège auto posé au milieu de la piste, intact, deviennent virales. Le propriétaire du bowling fait installer une petite plaque commémorative près de la piste 6 pour rappeler l'événement. Quant à la famille, après avoir récupéré du choc, ils expriment une gratitude absolue envers les secouristes et envers le hasard. À ce jour, c'est l'un des rares cas documentés où un enfant a été projeté sur une longue distance dans un accident de voiture et a atterri dans un lieu public fermé sans blessure sérieuse. Un bébé éjecté de sa voiture dans un moment de chaos, pour atterrir sans danger sur une piste de bowling. Une séquence digne d'un film, pourtant intégralement réelle. En février 2000, alors que le Mozambique est frappé par des inondations catastrophiques provoquées par de fortes pluies et le cyclone Eline,
des milliers de personnes sont forcées de fuir leur maison, leur village, parfois même à la nage ou accrochées à des arbres pour survivre. Parmi ces personnes se trouve une femme enceinte nommée Sofia Pedro, âgée de 26 ans. Elle vit dans la province de Gaza, l'une des zones les plus durement touchées par la montée brutale des eaux. Alors que les flots engloutissent son village, Sofia, enceinte de 9 mois, n'a d'autre choix que de grimper dans un arbre, avec l'aide de quelques proches. Elle s'y réfugie en attendant les secours. Pendant 4 jours, elle reste perchée dans cet arbre, avec rien à manger, exposée à la pluie et aux moustiques, les jambes enroulées autour d'une branche pour ne pas tomber. Son mari est avec elle au début, mais il finit par être emporté par les courants. Autour d'elle, des animaux morts flottent dans l'eau. Des personnes hurlent depuis d'autres arbres ou toits. Les secours arrivent à certains endroits, mais la zone où elle est reste inaccessible pendant plusieurs jours. Le 1er mars, alors qu'elle est toujours coincée dans l'arbre et que les douleurs commencent à s'intensifier, elle comprend que le moment est arrivé, elle va accoucher. Sans aide médicale, sans eau propre, sans rien d'autre que la force de son instinct et la branche à laquelle elle se cramponne, Sofia donne naissance à une petite fille. Elle la tient contre elle, la nettoie tant bien que mal avec ses vêtements, et la garde au chaud contre sa poitrine. Ce n'est que le lendemain matin qu'un hélicoptère sud-africain finit par repérer l'arbre et descend des secouristes. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent Sofia et son bébé encore vivants, perchés au sommet, épuisés mais conscients. Les deux sont immédiatement élitreuillés vers un hôpital de fortune. Les images de la mère et de l'enfant secourus font rapidement le tour du monde. Des journalistes, des chaînes de télévision et des humanitaires relatent cette naissance improbable au sommet d'un arbre en pleine catastrophe naturelle. La petite fille est nommée Rosita, et elle devient un symbole d'espoir et de résilience pour le pays. Sofia reçoit des soins, de la nourriture, des vêtements, et l'attention de la communauté internationale. Les dons affluent pour elle et sa famille. Des ONG proposent de suivre la croissance de l'enfant comme témoin de la survie face à l'adversité. Le 7 décembre 2007, à New York, un événement presque impossible se produit lorsqu'un homme du nom d'Alcide Moreno, laveur de vitres professionnel, tombe avec son frère depuis le 47e étage d'un gratte-ciel de Manhattan. Les deux hommes travaillent sur une nacelle suspendue à l'extérieur d'un immeuble résidentiel de luxe sur la 66e rue. Sans avertissement, l'un des câbles cède. La nacelle bascule et chute dans le vide. En quelques secondes, il tombe à une vitesse vertigineuse, s'écrasant sur le trottoir plus de 150 mètres plus bas. Son frère, Edgar, meurt sur le coup. Le choc est si violent que les secours ne pensent pas que quiconque aurait pu survivre à une telle chute. Les pompiers arrivent en s'attendant à récupérer 2 corps. Pourtant, contre toute attente, Alcide est encore en vie. Il est grièvement blessé, inconscient, mais il respire. Le fait même que son cœur batte encore relève de l'inexplicable. Il est transporté d'urgence au centre médical New York Presbyterian. Ses blessures sont nombreuses, côtes brisées, jambes et bras fracturés, colonne vertébrale touchée, organes internes perforés. Les médecins sont stupéfaits qu'il ait pu survivre à une chute aussi extrême. Ils commencent à élaborer une série d'interventions chirurgicales complexes pour tenter de le stabiliser. Il subit plus d'une dizaine d'opérations. Personne n'ose parler de récupération complète. Les attentes sont très basses. Pendant plusieurs semaines, il reste dans un coma induit. Mais Alcide continue de défier toutes les probabilités. Lentement, il commence à se réveiller. Puis à réagir. Puis à parler. 3 semaines après la chute, il demande de l'eau. Les médecins n'y croient pas. Ses fonctions cérébrales sont intactes. Il se souvient de l'accident. Il comprend que son frère n'a pas survécu. L'émotion est immense, à la fois pour lui et pour les équipes médicales qui l'ont sauvé. L'explication avancée par les spécialistes tient en partie à la position qu'il a adoptée pendant la chute. Il se serait agrippé à la nacelle, qui a pu amortir une partie du choc, et sa position corporelle aurait réduit l'impact direct. La structure métallique a probablement absorbé une partie de l'énergie de la chute, le sauvant de blessures mortelles à la tête. Mais même avec ces éléments,
sa survie reste un mystère médical. Un miracle selon certains. Après plusieurs mois de rééducation intense, Alcide apprend à marcher de nouveau. Il finit par quitter l'hôpital, incapable de reprendre son ancien travail mais vivant, lucide et en grande partie autonome. L'histoire de sa chute devient un symbole de survie et de résilience. Elle est couverte dans les journaux télévisés, les magazines médicaux et même les documentaires. Certains la comparent à un saut en parachute sans parachute. Ce qui aurait dû être une tragédie complète s'est transformé en l'un des cas de survie les plus stupéfiants jamais enregistrés dans un contexte urbain. Alcide Moreno est, à ce jour, l'une des seules personnes à avoir survécu à une chute de plus de 40 étages. Les pompiers, les médecins et les chirurgiens qui ont travaillé sur lui décrivent encore son dossier comme un mystère dont ils ne se lassent pas de parler. En mai 2013, à Boca Raton, en Floride, une femme nommée Gloria McKenzie, âgée de 84 ans, se rend dans un supermarché pour acheter un ticket de loterie comme elle le fait de temps en temps. Ce jour-là, elle se retrouve dans la file d'attente derrière un jeune homme qui, au dernier moment, décide de lui laisser passer devant lui. Ce geste de politesse, aussi anodin qu'il puisse paraître, va être le déclencheur d'un événement statistiquement hallucinant. Gloria achète un billet pour le Powerball, l'une des plus grandes loteries aux États-Unis, sans y accorder une attention particulière. Elle paie son ticket, le range dans son sac et rentre chez elle sans grande attente. Quelques jours plus tard, les résultats tombent, le jackpot est immense, plus de 590 millions de dollars. Et c'est son billet qui contient les bons numéros. Au début, elle garde l'information pour elle. Ce n'est qu'après quelques jours, et avec l'aide de son fils, qu'elle prend conscience de la procédure à suivre. Elle se rend à Tallahassee pour réclamer son prix, choisit de prendre la somme en une fois, ce qui, après impôts, représente environ 370 millions de dollars nets. Elle devient à ce moment-là la plus grande gagnante individuelle de l'histoire de la loterie américaine jusqu'à cette date. Mais ce n'est pas là que l'histoire s'arrête. Lorsqu'on interroge les responsables de la loterie et les témoins sur les circonstances de l'achat du ticket, c'est là que les détails sortent. On découvre que si le jeune homme ne l'avait pas laissé passer, c'est lui qui aurait eu ce ticket. C'était le prochain de la pile. Le geste d'une seconde a complètement changé le cours de vie. Lui n'a jamais exprimé de regret publiquement, et Gloria ne l'a jamais oublié. Une fois la nouvelle rendue publique, la réaction des médias a été immédiate. Son histoire a été racontée sur tous les grands réseaux américains, pas seulement parce qu'elle avait gagné, mais à cause de cette série de hasards qui frôle l'irréel. Une vieille dame modeste, inconnue, qui passe en caisse une seconde avant un autre client, achète le ticket gagnant d'un demi-milliard de dollars, et disparaît ensuite de la scène médiatique presque aussitôt. Elle a refusé la plupart des interviews, a quitté sa petite maison dans un quartier modeste, et a acheté une grande propriété privée. Elle a fait quelques dons discrets, notamment à son église et à des hôpitaux, mais a vécu une retraite paisible loin des projecteurs. Le jeune homme, quant à lui, n'a jamais tenté de réclamer quoi que ce soit. Il n'a jamais été identifié publiquement, mais sa petite décision de courtoisie a été largement relayée comme le geste de politesse le plus coûteux de l'histoire de la Floride. En 2011, en Turquie, une histoire d'apparence presque invraisemblable a été rendue publique après des mois de tensions domestiques invisibles aux yeux du voisinage. Un homme du nom d'Ibrahim, vivant dans une zone rurale du pays, avait depuis longtemps des soupçons sur sa femme. Il la sentait distante, étrange, parfois très nerveuse. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que sa vie était en jeu littéralement. La première fois, il tombe gravement malade après un repas. Il ressent des nausées violentes, des vertiges, sa vision se trouble. Il pense à une intoxication alimentaire. Il finit à l'hôpital. Les médecins diagnostiquent une forme d'empoisonnement mais ne peuvent pas en déterminer la source exacte. Il rentre chez lui après plusieurs jours de soins intensifs. Les mois passent, la vie semble reprendre son cours. Jusqu'à ce que ça recommence. Une nouvelle intoxication. Il retourne à l'hôpital, mêmes symptômes, même traitement. Mais au fil du temps,
les incidents se multiplient et les symptômes deviennent plus variés. Une nuit, il se réveille avec une sensation de brûlure au niveau de la poitrine. Un autre jour, il est presque électrocuté en voulant brancher son chargeur de téléphone. Il glisse sur un escalier savonné de façon suspecte. Il survit à une tentative d'asphyxie pendant son sommeil. Et toujours, c'est sa femme qui est la seule présente à la maison à ces moments-là. Malgré tout, il ne veut pas y croire. Pas tout de suite. C'est finalement après la 7e tentative, cette fois-ci un mélange de produits chimiques versés dans son café du matin, qu'il décide de confronter la vérité. Il se rend à l'hôpital, où le personnel, habitué à le voir revenir régulièrement pour des symptômes incohérents, commence à avoir des soupçons plus sérieux. Les médecins prélèvent des échantillons et confirment la présence de substances toxiques dans son organisme. La police est contactée. Une enquête est ouverte. Les preuves s'accumulent rapidement, des produits ménagers hautement toxiques retrouvés dans la cuisine, des recherches étranges dans l'historique de l'ordinateur familial, des incohérences dans les versions de son épouse, et même un enregistrement audio capté par Ibrahim où elle parle au téléphone d'un plan pour en finir. Confrontée à tout cela, elle finit par avouer. Le motif de la tentative d'assassinat répétée n'avait rien de complexe ni de spectaculaire. Elle voulait se débarrasser de son mari pour pouvoir vivre avec un autre homme qu'elle fréquentait en secret. Au lieu de demander un divorce, elle avait choisi la voie la plus radicale et, aussi étrange que cela puisse paraître, la moins efficace. Elle avait tenté à cette reprise d'en finir avec lui, en échouant chaque fois, soit à cause de ses erreurs, soit parce qu'Ibrahim avait une constitution exceptionnellement résistante ou une chance inouïe. L'affaire a fait beaucoup de bruit dans les médias turcs à l'époque. Le fait qu'il ait survécu à autant de tentatives distinctes et planifiées a fasciné le public, à la fois horrifié et stupéfait. Ibrahim a fini par demander le divorce, évidemment, et sa femme a été inculpée pour tentative de meurtre avec préméditation. Les médecins qui l'avaient soigné à plusieurs reprises l'ont qualifié de miraculé. Au total, il a passé plus de 40 jours cumulés à l'hôpital sur une période de moins d'1 an. Les experts judiciaires qui ont examiné le dossier ont estimé que chacune des tentatives aurait pu être fatale dans d'autres circonstances. Le simple fait qu'il ait survécu 7 fois à des attaques différentes a fait de lui un cas d'étude rare dans les archives criminelles du pays. En juin 2012, dans une petite ville du Minnesota, un cambriolage plutôt banal a pris une tournure tellement absurde qu'il aurait pu figurer dans une comédie. Un homme nommé Nicholas Wigg, âgé de 26 ans à l'époque, s'introduit dans une maison pendant l'absence des propriétaires. Il fait ce que font généralement les cambrioleurs, il fouille la maison, prend de l'argent liquide, quelques cartes de crédit, des objets de valeur. Il trouve aussi des vêtements et décide de se changer sur place, laissant derrière lui ses propres habits trempés par la pluie. Mais au lieu de quitter immédiatement les lieux avec son butin, il prend une décision totalement illogique. Pour une raison encore difficile à expliquer aujourd'hui, il s'installe confortablement dans la maison qu'il vient de cambrioler. Il se sert quelque chose à boire dans la cuisine, puis se dirige vers l'ordinateur familial dans le salon. Là, il s'installe, allume l'ordinateur, lance un navigateur Internet, et va sur Facebook. Pas le compte de la victime. Le sien. Il se connecte à son propre profil avec ses identifiants, commence à naviguer, à lire des statuts, peut-être à répondre à quelques messages. Il passe un petit moment comme s'il était tranquillement chez lui. Quand il décide enfin de partir, il oublie un détail fondamental, il laisse son compte Facebook ouvert sur l'ordinateur. Il ne se déconnecte pas. Il ne pense pas à effacer l'historique de navigation. Il laisse aussi derrière lui ses vêtements mouillés. Ce sont les propriétaires, de retour un peu plus tard, qui découvrent non seulement leur maison fouillée et plusieurs affaires disparues, mais aussi l'ordinateur encore allumé, affichant un compte Facebook au nom de Nicholas Wigg. Ils préviennent immédiatement la police, qui n'a presque rien eu à faire. Le cambrioleur leur avait littéralement laissé son nom, sa photo, ses informations personnelles et même sa liste d'amis. Mais ce n'est pas tout. Dans un élan de confiance ou d'inconscience totale, Nicholas Wigg répond à un message que la police lui envoie via Facebook. Il ne se doute pas qu'il s'agit d'un piège.
Les policiers lui donnent rendez-vous sous prétexte qu'il aurait oublié des affaires à l'adresse du cambriolage. Il accepte. Il se présente au point de rencontre. Et il est arrêté immédiatement. Lorsqu'il est interrogé, il ne nie même pas les faits. Il semble un peu confus, embarrassé, mais ne propose aucune explication logique à son comportement. Il est inculpé pour cambriolage au 2e degré. Le procureur chargé de l'affaire a lui-même déclaré que c'était l'un des cas les plus absurdes qu'il ait eu à traiter. L'histoire a très vite circulé dans les journaux locaux et sur Internet, souvent accompagnée de titres moqueurs soulignant l'absurdité du geste. Les enquêteurs ont qualifié cela de cambriolage le plus bête de l'année. En 2004, au large de la côte de Whangarei, en Nouvelle-Zélande, un groupe de sauveteurs en mer s'entraîne à la nage en eau libre lorsqu'ils remarquent un comportement inhabituel chez un banc de dauphins. Ce n'est pas rare dans la région d'apercevoir des dauphins en liberté, mais ce jour-là, ils ne font pas simplement des cabrioles ou des jeux autour des nageurs. Ils encerclent clairement les humains. Et ils restent. Ce n'est pas un jeu. Parmi les nageurs se trouve Rob, sauveteur expérimenté, accompagné de sa fille et de plusieurs autres nageurs. Tous témoignent du même comportement étrange, les dauphins les entourent de manière très serrée, nageant rapidement en cercles étroits, créant une barrière vivante entre eux et l'océan ouvert. Les animaux, habituellement joueurs mais distants, sont cette fois concentrés, tendus, presque nerveux. C'est alors que Rob aperçoit ce qui les a mis en alerte. À quelques mètres en dehors du cercle formé par les dauphins, un grand requin blanc de plus de 3 mètres nage tranquillement en direction des nageurs. Le prédateur tourne, s'approche, puis recule, semblant désorienté par le comportement du groupe. Les dauphins, eux, resserrent leur formation. Ils foncent parfois brièvement vers le requin, comme pour le dissuader, puis reviennent immédiatement au cercle protecteur. Le requin fait plusieurs tentatives d'approche pendant plus de 10 minutes, mais il ne parvient jamais à franchir la barrière. Les dauphins le suivent de près à chaque mouvement. Finalement, ils s'éloignent, visiblement lassés ou perturbés par cette résistance inattendue. Les dauphins restent encore quelques minutes, puis rompent lentement leur cercle et s'éloignent dans le bleu profond. Les nageurs sont tous ramenés sur le rivage, secoués mais indemnes. Ce qu'ils viennent de vivre est difficile à décrire. Rob, qui a raconté l'histoire à plusieurs médias, insiste sur le fait que les dauphins n'étaient pas là par hasard. Leur comportement était intentionnel, coordonné, défensif. Ils ont clairement perçu une menace et ont décidé d'agir. Des biologistes marins ont confirmé que les dauphins sont connus pour repousser des requins, notamment lorsqu'ils protègent leurs petits. Ce comportement a été documenté dans des groupes de dauphins envers leurs propres congénères, mais très rarement envers des humains. Dans ce cas précis, le groupe n'avait aucun petit à protéger. Ils l'ont fait uniquement pour les nageurs. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.